Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Leïla Copti, présidente de Copticom Stratégie Relations publiques. Et au nom de la communauté métropolitaine de Montréal, je vous souhaite la bienvenue à l'Agora métropolitaine 2021. Alors, l'Agora métropolitaine, c'est ce rendez-vous que la société civile et les élus du Grand Montréal se donnent à tous les 2 ans pour suivre l'évolution du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, qui fête ses 10 ans. Et la formule, évidemment, est un peu différente avec la pandémie. Alors, ce sont des rendez-vous virtuels qu'on se donne tous les vendredis matins, qui sont ouverts à tous, avec des thématiques bien précises. On a déjà eu 3 webinaires dans les 3 dernières semaines. Un sur l'étalement urbain, comment freiner l'étalement urbain. Un autre webinaire sur comment diversifier les sources de financement des transports collectifs pour permettre aux municipalités de maintenir et d'améliorer la qualité des services. Un autre webinaire sur la densification intelligente et la protection de nos milieux naturels. Et aujourd'hui, on aborde une thématique qu'on associe beaucoup moins à la CMM, mais qui est fondamentale, surtout en temps de pandémie. Alors, à savoir le défi des municipalités agricoles et la mise en valeur du territoire agricole. Il faut savoir que sur les 82 municipalités de la CMM, il y en a 19 qui sont des municipalités rurales. Et aussi, il faut savoir que la zone agricole occupe quand même 58% de tout le territoire de la CMM. Avec le PMAD, on vise notamment une augmentation de 6% d'utilisation de terres en culture, alors des terres en friche qu'on veut remettre en valeur d'ici 2031. On est actuellement à 1,5%. Et à travers le PMAD, la CMM reconnaît que la réalité rurale qui présente des défis particuliers, notamment quant au maintien de la vitalité économique et sociale. Et il y a de nombreuses actions qui ont été menées depuis 10 ans pour répondre à ces enjeux-là. D'abord, un plan métropolitain de développement agricole. On a aussi, la CMM a aussi mis sur pied une table sur la sécurité alimentaire. Il y a aussi eu la mise sur pied d'une table métropolitaine des municipalités rurales, constituée des maires et des mairesses. Et cette table imagine, entre autres, différents programmes pour aider les municipalités rurales qui vivent d'importantes contraintes avec la fiscalité municipale, puisqu'elles ont beaucoup moins de revenus de taxes foncières. Alors, la table imagine des programmes pour compenser cette absence de revenus et pour reconnaître le rôle de ces municipalités rurales comme gardiennes du territoire agricole. Rappelons-nous que la CMM compte parmi les meilleures terres agricoles au Québec. Pour mettre la table, je vous invite à écouter ce vidéo préparé par la CMM. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire portant sur la sécurité alimentaire et la ruralité. Donc, je vais vous faire un bref survol des principaux enjeux agricoles qu'on retrouve actuellement sur le territoire métropolitain.
pour une zone agricole qui représente quand même 58% de la superficie terrestre totale de la CMM. Premier enjeu, la sécurité alimentaire, mis en lumière par la COVID-19, donc l'approvisionnement qui a été amoindri pour les denrées alimentaires pour la population. Le deuxième, la sous-occupation des terres agricoles, donc plus de 6300 hectares de friches agricoles sur le territoire, des terres morcelées, de la spéculation foncière qu'on retrouve un peu partout aussi. Le troisième enjeu, c'est la gestion des usages non agricoles en zone agricole. Donc, on a ici l'addition au fil du temps de plusieurs usages non agricoles qui créent des conflits de voisinage avec les agriculteurs et les activités agricoles. Et puis, finalement, le coût élevé des terres. Donc, pour l'accès à la relève, un frein majeur pour aussi limiter tout ce qui est l'occupation optimale de la zone agricole. Les pistes de solutions amenées par la CMM. Premièrement, un plan d'action agricole, le plan de développement agricole adopté en 2020. L'action phare de ce plan-là, la mise en place de la table sur la sécurité alimentaire, dont les travaux ont commencé le 29 octobre dernier. Donc, le but, identifier plusieurs projets structurants pour la CMM afin d'assurer la sécurité alimentaire pour le futur, mais aussi aider les entreprises impactées par la COVID-19 à se remettre sur pied. Deuxième action, la conclusion d'une entente sectorielle entre le MAPAC, le MAMACH et la CMM. On parle de plus de 3,6 millions de dollars dans l'enveloppe pour financer des projets structurants. À ce jour, une quinzaine de projets sont financés ou ont été financés par cette entente-là. Une entente qui se termine en 2025. Troisième action, l'adhésion de la CMM à Artère, donc la Banque de terre métropolitaine, l'embauche de 2 agents de maillage, qui à ce jour, depuis 2 ans, depuis 2019, plus de 250 inscriptions dans la CMM, une dizaine de jumelages représentant environ 100 hectares pérennisés en zone agricole. Ensuite, la mise sur pied d'un programme pour les municipalités rurales. On a identifié 19 municipalités rurales dans la CMM, donc un programme pour venir compenser le fait que les municipalités rurales sont gardiennes, protègent le territoire agricole et sont gardiennes du territoire agricole. Donc 19 municipalités qui représentent quand même, leur superficie totale représente 42% du territoire agricole de la CMM. Finalement, des initiatives aussi plus ponctuelles, mais aussi majeures, comme l'implantation de la zone AgTech, dont M. Nadeau, le maire de l'Assomption, va vous parler plus en détail. Et puis, finalement, toujours une meilleure connaissance du territoire agricole, des portraits mis à jour statistiques, des inventaires de friches remis à jour régulièrement, dont un qui s'en vient d'ici l'automne. Donc, merci à tout le monde et bon webinaire. Merci, au revoir. Alors voilà qui met la table, beaucoup d'actions qui peuvent d'ailleurs inspirer le gouvernement du Québec qui vient de démarrer les travaux en vue de l'élaboration de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Et tout ça sur fond de pandémie qui met en relief l'importance de notre autonomie alimentaire, notre autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, des concepts dont on n'a jamais autant parlé. Et pour bien les distinguer, on écoute les explications de la CMM à cet effet avant d'entamer nos échanges. Bonjour tout le monde. Le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 met en lumière certains enjeux par rapport au fonctionnement du système alimentaire sur le territoire. On entend circuler 3 concepts par rapport à ces enjeux-là. Aujourd'hui, on va tenter de les distinguer un peu mieux. Alors le premier, l'autosuffisance alimentaire, peut se définir comme étant lorsque la production locale répond à la consommation locale. Le deuxième, la souveraineté alimentaire, se définit comme étant le droit des peuples à définir eux-mêmes les politiques alimentaires et agroalimentaires sur le territoire. Donc, il y a une notion ici juridique et de droit international. Et finalement, le troisième, la sécurité alimentaire, se définit comme étant l'accès physique et économique en tout temps pour les populations à une alimentation suffisante pour vivre sainement. Alors, merci beaucoup. Au revoir.
Alors, avant de vous présenter les panélistes d'aujourd'hui, je vous précise qu'on va vous poser des questions tout au long du webinaire. On vous invite à y répondre en grand nombre, en temps réel, et on va commenter les résultats au fur et à mesure. Pour les voir, vous n'avez qu'à sortir du plein écran. Et d'ailleurs, on vous pose déjà cette première question. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? Un des effets de la pandémie est d'avoir sensibilisé la population à l'importance de l'autonomie et de la sécurité alimentaire. On vous pose la question. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers d'aujourd'hui. Monsieur Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, membre du conseil de la CMM, vice-président de la commission de l'aménagement de la CMM et président du comité consultatif agricole de la CMM. Bonjour. Bonjour. Monsieur Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption. Bonjour à tous. Madame Doreen Assad, mairesse de Brossard, membre du conseil de la CMM et présidente de la commission du développement économique, des équipements métropolitains et des finances. Bonjour. Allô, heureuse d'être ici ce matin. Et Madame Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Charron, je vais commencer avec vous. La pandémie a mis au grand jour tous ces enjeux de sécurité alimentaire. Il y a encore quelques jours, on évoquait qu'il y a plus de 17 000 enfants de 0,5 ans dans le Grand Montréal, en Estrie aussi, qui souffrent d'insécurité alimentaire. On a une table sur la sécurité alimentaire dans la CMM qui a été mise sur pied. Comment on peut aider nos gens les plus vulnérables à se nourrir dans le Grand Montréal? Merci de votre question, Mme Copty. Bon, Vincent Robillard nous a présenté un bon tableau tantôt. Je pense que, premièrement, le fameux plan métropolitain pour le développement agricole a une bonne vision et des bonnes orientations pour pouvoir, en tout cas, répondre à cette demande. Il faut viser l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on commence par la production. Par ensuite la transformation, la distribution. Il faut diversifier nos types de production agricole. C'est certain que la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu mettre en surface ce questionnement-là. Il ne faut pas oublier, même la CMM, c'est la moitié de la population du Québec. C'est un noyau très important. Et si on réussit à mettre tout le monde dans le même mouvement, on va être capable de fournir des produits locaux. Donc, au point de vue économie, ça va être extraordinaire. Ça devrait même être une appréciation, en tout cas, de prix raisonnable pour tout le monde. Et en plus, ben, c'est sûr qu'on va faire un beau geste environnemental parce que, veut pas, là, quand les produits viennent de partout ailleurs, soit dans le Québec ou du pays ou à l'extérieur du pays, ben, il y a le transport, puis les gaz à effet de serre, puis en même temps, sur le plan environnemental, ben, on réussit à faire de quoi. Et ça va sûrement nous aider à essayer d'atteindre notre fameux 6 % qu'on veut améliorer, même si on a déjà 58 % de nos terres agricoles qui font partie de la CMM avec d'excellentes terres. Ben, je pense que tout ça peut se mettre en place. Mais avec la table de sécurité alimentaire, on a des spécialistes de tous les milieux et on va se pencher pour produire un rapport à la CMM pour être capable d'avoir des plus belles orientations tantôt. Et quand il arrivera la révision du PMAD, ben, on aura fourni certainement des bons éléments pour en tenir compte dans le prochain PMAD. Merci. Donc, beaucoup de cueillettes de données aussi en ce moment pour améliorer les choses pour les prochaines années. Monsieur Nadeau, l'optimisation du territoire agricole, on vise ça énormément. Dans un milieu déjà construit, c'est tout un défi, mais c'est possible et c'est ce qui se passe à l'Assomption avec le projet de la zone AgTech. Si on pouvait nous montrer ce projet-là, on a une petite vidéo. La zone AgTech regroupera des entreprises en technologies innovantes de l'agriculture sur le territoire de la MRC de l'Assomption. Elle offrira des espaces industriels, des laboratoires, des centres de formation et de recherche, ainsi qu'un accélérateur d'entreprises dédié au développement de l'autonomie alimentaire du Québec. Plus importante zone québécoise dédiée au développement des technologies innovantes en agriculture, ce projet d'envergure comprendra 4 phases majeures comportant les plus grandes serres sur toit au monde.
Joignez-vous à nous afin de contribuer à la réalisation de ce grand projet de développement économique propulsant l'agriculture de demain. Donc, Monsieur Nadeau, tout un projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le processus, la collaboration des différents acteurs impliqués, dont les citoyens de l'Assomption, pour monter un projet novateur de cette envergure-là? Oui, effectivement, on avait vécu un drame en 2014 avec l'annonce de la fermeture d'Electrolux chez nous, qui était un énorme employeur depuis plus de 70 ans. Sous différents noms, sous différentes entités, mais donc une fermeture, donc c'est une perte d'emploi, ce qui nous amenait un grand terrain à redévelopper. Et donc, nous, ce qu'on a préféré faire, c'est plutôt que de faire un parc industriel standard, on a décidé de se donner un mandat précis qui correspondait à la personnalité de nos citoyens à l'Assomption. Il y a une très grande fierté par rapport à l'agriculture chez nous, des familles maraîchères réputées, parfois rendues à la 8e, 9e génération. Alors, les gens sont très, très fiers par rapport à tout ce qui est nos agriculteurs. On a déjà eu une école d'agriculture chez nous ici, une ferme expérimentale du Canada, donc ça fait partie de nos gènes. Alors, on a choisi ce créneau-là et bien sûr, avec tous les défis de changement climatique, avec les demandes des citoyens qui changent de plus en plus, ils veulent savoir ce qu'ils mangent, est-ce qu'il y a des additifs chimiques à l'intérieur de ça. Donc, nous, on a décidé de choisir ce créneau-là et d'investir dans les nouvelles technologies pour justement assurer une conversion vers peut-être une productivité de 12 mois par année, une meilleure prévisibilité des résultats de culture, puis en ajoutant des éléments de technologie. En s'assurant qu'on réduise aussi l'impact environnemental de l'agriculture. Comme on le sait, l'agriculture s'est développée dans les 50 dernières années de façon horizontale. Si on voulait augmenter un résultat de culture, il fallait augmenter l'acre de terrain cultivé. Et dorénavant, nous, ce qu'on souhaite regarder, c'est peut-être de continuer à faire cette agriculture-là, mais regarder pour de l'agriculture en environnement contrôlé et multi-étagé. Donc, vraiment une croissance verticale des espaces d'agriculture et de différentes agricultures aussi. Donc, favoriser la souveraineté alimentaire. Et donc, on parle quand même de 7 ans au moins de travail. C'est quand même tout un processus, là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Non, en fait, ça fait 3 ans et demi qu'on a lancé officiellement le projet. Il fallait s'entendre avec l'entreprise Electrolux, qui est un défi en soi, à reprendre possession du site. Maintenant, c'est chose faite. On a eu l'aide du gouvernement du Québec aussi avec une subvention parce qu'il y avait des enjeux de contamination du sol. Alors, on a eu de l'aide du gouvernement à cet effet-là. Et donc, aujourd'hui, on est propriétaire du site. Les plans de la décontamination commencent dans quelques semaines et on va construire dès le printemps. Puis, on parle avec une quarantaine d'entreprises en voie d'implantation au sein de ce secteur, dont les plus grandes serres, surtout au monde, ce qui fera un élément signature pour le Québec. Si on est bien content de ça. Et justement, on est... C'est impressionnant la qualité des entreprises qu'on regroupe parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment que les gens qui pensent à la nouvelle agriculture soient regroupés dans la zone d'innovation et qu'ensuite le Québec devienne un exportateur des technologies de l'agriculture. C'est une opportunité extraordinaire. L'être humain va toujours manger, donc c'est un besoin qui est là pour rester et on veut savoir ce qu'on mange, dans quelle qualité. Aussi, de quelle façon c'est produit. Comme mon collègue M. Charon disait actuellement, nos fruits et légumes à 60% viennent de l'extérieur du pays. Ils se doivent d'être améliorés chimiquement pour que les 3 semaines de culture jusqu'à nos étals, le produit reste beau. On a juste à regarder la couleur de nos fraises qui ont changé. C'est des enjeux. Ça préoccupe le citoyen. Alors, il faut leur donner une agriculture de qualité, des produits de qualité, produit localement avec un impact économique important. Alors, c'est une réorganisation de société totale qu'on se doit de faire pour arriver à ces changements-là. On sent beaucoup de fierté dans ce projet-là. Vraiment bravo. Madame Assad, ça bouge aussi à Brossard. Il y a un grand parc agricole métropolitain qui est en train de voir le jour en partenariat avec la Caisse de dépôt, avec l'UPA, avec la CMM. Je pense qu'on a d'ailleurs des images là-dessus. Et puis, si vous voulez nous parler des motivations derrière ce grand projet-là. Écoutez, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de me joindre à vous ce matin pour partager notre vision du projet. Ça serait un premier du parc métropolitain agricole sur le territoire de Brossard, mais à l'intérieur de la CMM, bien sûr, et tout ça par extension pour la préservation du bois de Brossard et la création du bioparc, ce qui est pour nous un projet local. Je ne sais pas si vous voyez l'image, peut-être vous pourriez juste le montrer, la première diapositive. C'est vraiment, si vous pouviez bien imaginer la synergie qui va être créée
avec le développement d'un parc agricole métropolitain de plusieurs dizaines d'hectares auprès du station terminale de Brossard, là, du REM, et en marchant à quelques mètres, là, disons 350 mètres, on peut accéder à un bioparc intégré dans l'actuel centre de plein air au sein d'un magnifique bois de Brossard. Pour moi, ça va être un beau projet. Puis je sais que c'est la volonté de la CMM d'aller de l'avant avec tout ça. Dans l'image, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, le volet agricole, c'est que on essaye d'imaginer un potentiel où il y a un genre de marché public disponible aux gens, avec tout le volume de personnes qui vont stationner aux 3000 places qui aura lieu là, près du station REM, marcher, pouvoir voir qu'est-ce que la terre a produit, acheter un marché public, puis ensuite prendre le train. Pour nous, c'est un peu la vision qu'on voyait des choses. Pour nous, l'idée de produits frais locaux, je pense que ça s'insère dans la vision là, de culture agricole. Et avec le bioparc, qui est un terrain qui nous appartient, mais on voyait aussi une belle synchronicité dans les démarches où les jeunes peuvent aller pour apprendre. Je vous le dis, nos jeunes là, en milieu urbain, ils ne savent pas c'est quoi vraiment un fruit puis un légume. Ils ne sont pas capables d'identifier qu'est-ce qui leur est fourni là, comme nourriture. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils peuvent tout acheter au supermarché. Fait qu'il y a un volet d'éducation aussi pour réapprendre c'est quoi la saine gestion. Puis on pense que la cultivation des milieux agricoles, c'est l'avenue qu'on doit prendre. Une vraie agriculture de proximité, hein? Et puis aussi cette éducation, comme on a vu aussi dans le projet de M. Nadeau, dont on doit revenir à la base finalement. On oublie tout ce qu'on mange finalement, de comprendre d'où ça vient. Madame Beaulac, on l'a dit plus tôt, les municipalités rurales sont peu nombreuses, mais sont essentielles pour notre garde-manger. Et de par la nature de vos activités, de votre territoire, on comprend que le modèle de financement des municipalités qui est basé sur le revenu de la taxe foncière, c'est pas suffisant pour financer la municipalité chez vous. Et c'est pour cette raison qu'il y a un programme très novateur qui a été mis en place par la CMM en partenariat avec le gouvernement du Québec qui permet de vous donner les moyens de poursuivre votre mission de gardienne de nos terres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ça me fait énormément plaisir de vous parler de ce programme-là, comme vous l'avez dit, qui est un programme très innovateur. Et naturellement, ça s'est fait avec une belle collaboration des municipalités rurales de la CMM ainsi que le gouvernement provincial, entre autres le MAMACH. Donc, c'est une aide financière aux 19 municipalités rurales de la CMM qui, finalement, ont des problèmes, que ce soit au niveau du développement, parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, en fait, il y a plus de 80% de leur territoire qui est zoné agricole. Donc, il y a un manque à gagner à ce niveau-là. Et de plus, comme la plupart de ces municipalités-là ont peu de commerce ou d'industrie, alors vous comprendrez que la diversification au niveau des revenus de taxation n'y est pas. Donc, pour pallier à tout ça, il y a une entente qui a été signée entre le gouvernement provincial et la CMM. C'est un projet pilote, je vous dirais, de 4 ans. Et il y a une contribution financière de la part du gouvernement de l'ordre de 2,5 millions par année pour les 4 années, donc une contribution de 10 millions. Mais c'était conditionnel à ce que la CMM contribue au même montant. Donc, on parle de 10 millions au niveau de la CMM aussi. Donc, c'est un montant de 20 millions qui est réparti à travers les 19 municipalités. Et je tiens à souligner, la semaine dernière, j'écoutais le webinaire, on parlait beaucoup de solidarité entre les 82 municipalités. Bien, vous savez, si on n'avait pas eu l'appui de nos collègues mairesses et maires des 63 autres municipalités, ben, ce programme-là n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, je les remercie énormément. Alors, c'est ça, on en est très fiers de ce programme-là.
Ben, je comprends. Donc, c'est ça, cette solidarité-là, qui reconnaissent finalement la particularité. Oui. On peut pas, chaque zone de la CMM c'est ça, Oui. il n'y a rien d'uniforme ici. Donc, d'avoir un programme sur mesure pour accompagner et reconnaître l'apport de ce que les municipalités rurales nous donnent. Donc, c'est vraiment un des aspects fondamentaux à travers le PEMAD, entre autres, qu'on a pu développer aussi. Donc, bon, mais c'est très intéressant. Écoutez, on a les résultats de la première question qu'on a posée à nos auditeurs ce matin. Alors, êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? Un des effets de la pandémie est d'avoir sensibilisé la population à l'importance de l'autonomie et la sécurité alimentaire, donc à 98%. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas une journée où on ne parle pas de ça. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir là-dessus, mais c'est effectivement au cœur de beaucoup de discussions. Monsieur Nadeau? Oui, effectivement, la pandémie est venue révéler ça, mais c'est un défi qui existe depuis plusieurs années. Quand on présentait la zone AgTech il y a 3 ans, les gens nous regardaient avec des yeux les gens polis disaient « Ah, c'est des visionnaires », puis ceux qui l'étaient moins un petit peu disaient « c'est des rêveurs ». Mais aujourd'hui, la pandémie, ce que c'est venu révéler, c'est justement, à un moment donné, quand une population devient un petit peu à risque par rapport à sa souveraineté alimentaire, la notion de frontière apparaît et la notion de proximité de la nourriture, d'accessibilité à la nourriture. Donc, je pense que la pandémie est venue révéler un enjeu non seulement du futur aujourd'hui, mais aussi du présent, et c'est important qu'on s'y adresse. Merci beaucoup. On a, pendant qu'on continue, il y a une deuxième question qu'on pose à nos auditeurs. Alors, pour vous, la présence d'une zone agricole protégée représentant 58% du territoire métropolitain est-elle un atout ou une contrainte pour le développement de la région métropolitaine de Montréal? Là-dessus, Madame Boulac, je continuerai avec vous parce que là, on parle de solidarité municipale, on parle de ce programme novateur de compensation. Et on comprend que sans ce programme-là, comment ça fonctionnerait pas? C'est quoi les solutions pour des nouveaux revenus si on n'a pas ce genre de programme-là? Je vous dirais que c'est très, très limité. En fait, il n'y en a pas. On le sait, tout le monde, qu'au niveau de la taxation foncière, qui est à peu près le seul revenu auquel les municipalités, là, on sait qu'on est limité, là, on est plafonné à ce niveau-là. Donc, nous, en fait, là, pour nous, c'est d'une importance capitale de continuer à recevoir ce genre de compensation-là. Et puis en même temps, ça nous permet d'être compétitifs aussi par rapport aux municipalités urbaines, hein, et ainsi qu'aux municipalités hors CMM, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Je vous donne un exemple chez moi. Puis c'est la situation de plusieurs des municipalités rurales de la CMM. On est à 93% agricole. Vous savez, on n'a pratiquement pas de commerce. On n'a pas ici de magasins de grande surface, on n'a même pas de banque, on n'a pas de bureau de professionnels, on n'a même pas d'épicerie. Donc, nos gens se déplacent dans les villes voisines qui sont un petit peu plus urbaines pour dépenser, pour aller faire leurs courses et ainsi de suite. Alors, vous voyez comment est-ce qu'on peut être limité. En même temps, par rapport aux municipalités qui sont à l'extérieur de la CMM, mais en périphérie, on va se le dire, nos obligations sont différentes, que ce soit au niveau de la réglementation de l'urbanisme, que ce soit au niveau de notre responsabilité à collaborer au financement du transport en commun, que ce soit au niveau du service de police. Alors, on a toutes ces contraintes-là, et puis on le sait très bien que les coûts augmentent, les coûts d'opération. Nos gens sont de plus en plus exigeants, même si on est dans un milieu rural, les gens désirent recevoir des services, avoir des beaux parcs, des pistes cyclables. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un incontournable, cette compensation-là. Merci. On parle donc des municipalités qui sont au pourtour et puis avec pas les mêmes règles. Monsieur Charon, j'aime ça vous interpeller là-dessus. La CMM donc fait énormément d'efforts pour mettre en valeur le territoire agricole, les espaces verts, tout ça. Mais comment on fait pour pas que tous nos efforts soient annulés par du dézonage à l'extérieur de la CMM, que de ces municipalités-là qui n'ont pas justement les mêmes contraintes, qui n'ont pas le même cadre qu'on s'est donné à travers le PEMAD et à travers les autres outils. Comment on fait? Je pense que ma collègue, Mme Boulac,
a mis un petit peu la table. Il est certain que la révision du PMAD va nous amener à redéfinir le territoire de la CMM. Moi, je pense qu'il faut en profiter pour amener peut-être un nouveau territoire, non pas pour le plan financier, là, je ne veux pas inquiéter les gens, mais surtout pour les règles d'urbanisme, ces choses-là. Donc, peut-être une CMM de 2e rang et peut-être même de 3e rang. Mais c'est certain que les municipalités qui font partie de la 2e ou la 3e couronne, ils ont toujours des enjeux fiscaux. Et ça, c'est une problématique. Donc, on doit revoir aussi la fiscalité municipale au Québec pour venir aider. Parce que ce que parlait Mme Beaulac tantôt, c'est une aide là, qui est quand même sur quelques années. Il va falloir que ça devienne, en tout cas, dans le temps, là, de façon plus officielle, mais il faut englober tout le monde, de toutes les couronnes, de la couronne, la 2e et la 3e couronne dans ce processus-là, si on veut y arriver. Parce que la pression, toujours des coûts, des services, etc., et là, présentement, on le voit avec la pandémie, il y a comme une sorte d'immigration des gens de la CMM qui s'en allent au pourtour de la CMM parce que, bon, ils ont découvert avec leur entreprise le télétravail, puis là, les gens s'installent là, etc. Moins cher peut-être d'avoir une résidence. Mais là, ça vient se créer un bouleversement qui fait en sorte que, bon, ces municipalités-là sont contents, là. Il y a des maisons qui se bâtissent, on collecte des taxes, mais tantôt, on va avoir des pressions pour les services. Et là, ça va prendre d'autres sous et ils n'y arriveront pas. Et en attendant, comme l'a dit Mme Beaulac, mais la pression sur nous, qui faisons partie de la CMM, bien, les règles ne sont pas les mêmes pour tous et ça amène beaucoup de pression sur nos territoires. Il va falloir absolument définir un nouveau territoire de la CMM et je le répète, là, c'est pas dans le but, là, moi, mon but, c'est pas d'aller chercher des sous des autres villes, il ne faut pas leur dire craignez pas là, d'avoir un chèque à faire, mais il va falloir qu'on ait les mêmes règles pour que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ça met moins de pression sur le développement. Si ça met moins de pression sur le développement, bien, au niveau agricole, on va y arriver plus. Parce que mes collègues, tantôt, ont tous présenté d'excellents projets qui viennent aider la sécurité alimentaire. Mais il va falloir avoir les règles qui vont avec. Donc, ça va être dans les mains du gouvernement qui établira ses orientations, mais il faudra ensemble, les élus de la CMM, et même au pourtour, il faudra les impliquer dans cette discussion-là, définir vers quoi on veut aller pour réussir cet objectif-là de sécurité alimentaire, entre autres. Merci, M. Charron. M. Nadeau, vous vouliez intervenir là-dessus? Bien, je vais aller en appui de mon collègue à cet effet. Souvent, on entend ce débat-là et l'enjeu, l'objectif semble être la compétitivité intermunicipale, alors que ce n'est pas ça l'enjeu. Le réel enjeu, c'est de protéger nos terres pour nourrir notre population. Et une des façons d'y arriver, c'est de protéger davantage de terres parce que c'est un enjeu qui va toucher tout le monde. Puis ensuite de ça, c'est de mettre des règles fiscales qui vont permettre à toutes les municipalités, pas juste celles dans la CMM, mais aussi celles à l'extérieur de la CMM qui seront confrontées aux mêmes défis pour servir le même objectif de protéger l'alimentation de nos populations. Bien, ça devrait être ça l'enjeu. Une des conséquences, c'est la compétitivité intermunicipale, mais ce n'est pas l'objectif. Merci, M. Nadeau. Je vais revenir avec vous, Mme Beaulac, mais M. Nadeau, on parle d'innovation, on parle de mise en valeur et tout ça. Est-ce qu'on a la relève agricole est au rendez-vous ou pas pour assurer tout ça aussi? Parce que c'est un enjeu de main-d'œuvre quand même important. Vous savez, avec le coût de tous les biens qui augmentent, particulièrement les biens immobiliers, c'est vrai aussi pour les terres agricoles. Il y a beaucoup d'inflation par rapport à ça, il y a beaucoup de spéculation par rapport à ça. Ce qu'on peut voir, il y a une tendance, souvent, si vous êtes une deuxième génération d'un propriétaire agriculteur, souvent il peut y avoir une continuité. Mais de dire aujourd'hui, je fais l'acquisition d'une terre agricole, c'est rendu des entreprises, on va se le dire, mais le coût d'acquisition est rendu très élevé et l'amortissement va se faire sur souvent plus qu'une génération. Alors, c'est rendu un énorme défi de le faire. Nous, par contre, ce qu'on ressent au niveau de la relève, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées extraordinaires en termes de technologie, en termes d'innovation. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que les milieux financiers sont très attentifs à ces idées-là parce que l'enjeu majeur est là. Donc, moi, je vous dirais, oui, protéger l'agriculture traditionnelle, mais investir dans les technologies d'agriculture. Et là, on forme une relève qui est extraordinaire en augmentant notre productivité agricole.
Merci. Madame Beaulac, vous vouliez intervenir sur les difficultés d'acquisition. D'acquisition, je voulais plutôt intervenir sur les commentaires de mon collègue, M. Charon, de dire qu'en fait, ce qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il faut travailler en partenariat avec justement les municipalités qui sont à l'extérieur de la CMM et surtout que tout le monde, que ce soit les urbains ou les ruraux, qu'il y ait une bonne compréhension des défis auxquels on fait tous face. C'est pas juste la CMM, c'est tout le monde. Fait que moi, je crois beaucoup à un travail de partenariat. Puis à partir du moment où les gens vont comprendre les défis, bien, je pense que c'est plus facile d'aller de l'avant à travailler en commun, à trouver des solutions. Parlant de urbains et ruraux s'entendre, est-ce que ça fait de la friction quand on a justement des urbains qui viennent s'installer en zone rurale avec ce télétravail, avec cet engouement qu'on a de s'éloigner des grands centres? Est-ce que la cohabitation est harmonieuse? Je vous dirais que ça dépend. C'est sûr que les gens sont portés de ce temps-ci à acheter là, dans les secteurs plus ruraux, et puis ils trouvent ça beau, ils ont du terrain, c'est intéressant, mais la problématique, c'est qu'ils ne sont pas conscients qu'à un moment donné, là, il faut que les agriculteurs cultivent. Alors, il y a des senteurs, il y a du trafic agricole qui se fait, puis eux n'avaient pas réalisé tout ça. Donc, il a fallu travailler avec notre MRC pour mettre de l'avant un genre de plan de communication qui explique, en fait, puis on n'est pas les seuls, ça se fait dans d'autres MRC. En fait, c'est quoi les défis là, du côté agricole? Quelles sont les obligations des agriculteurs? Puis, ça se fait de façon saisonnière. Puis, il y a les heures aussi, hein, l'horaire. Des fois, c'est très, très tôt, très, très tard. Ils sont dépendants de la météo, hein, de la température. Donc, souvent, les gens ont de la difficulté à comprendre ça. Alors, il y a un travail à faire de ce côté-là. Une sensibilisation, c'est des réalités très particulières. Monsieur Nadeau, ensuite, je vais voir Madame Assad. Oui. Très brièvement, on avait fait un sondage en 2018. On avait demandé à la population, voulez-vous que le conseil municipal se donne la mission de protéger ses terres agricoles? Et sur une 25 questions, c'était la question qui avait sorti le plus fort en disant oui, protéger nos terres agricoles. Oui, protéger notre personnalité. Alors moi, je pense que les gens sont très, très heureux de ça, à un point tel que ça nous condamne à densifier un peu et à faire de la hauteur. Puis ça, les gens aiment moins ça. Mais si on veut protéger les terres agricoles, à un moment donné, il faut densifier aussi pour protéger le territoire. C'est ça, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Là, il faut quand même faire des choix, un équilibre. Madame Assad, vous cherchez actuellement, vous, à faire l'acquisition de terrain pour le parc agricole métropolitain Brossard et la spéculation foncière est énorme. Oui, et est-ce que vous avez les moyens, les outils pour négocier ou pas? Je vais répondre à la question, mais je veux quand même répondre rejoindre un peu M. Nadeau par rapport aux commentaires qu'il amène. On le vit parfaitement ici à Brossard, on le voit. Pour répondre aux critères du PMAD, surtout qu'on a 3 stations REM là, qui vont ouvrir sous peu à Brossard, c'est sûr qu'à proximité du station REM, il va y avoir de la densité. On appelle ça le centre-ville de Brossard, mais ça amène des craintes et des peurs chez les citoyens, mais la réalité est que il faut densifier un minimum pour éviter l'étalement urbain. C'est des beaux défis qu'on a dans les futures années, je vous dirais. Et je pense même en milieu rural, ils vont commencer à se sentir parce que, comme Joanne mentionne, les gens s'installent un peu plus loin à cause du coût hein, de pouvoir vivre dans ces milieux urbains-là, un peu trop chers, mais là, ils veulent des services. Fait que là, dans les villes où on se trouve, Saint-Philippe, par exemple, va devoir répondre à ces préoccupations-là. Puis, il faut qu'on repense notre aménagement du territoire pour éviter que les gens embarquent dans la voiture. Mais nous, le plus grand défi qu'on a présentement, et c'est surtout en lien avec ce projet-là, que je vous dirais quand même une collaboration historique entre CDPQ Infra, l'UPA, la CMM, la Ville de Brossard, pour vraiment valoriser les activités et le territoire agricole pour contribuer à limiter l'étalement urbain autour du futur stationnement REM. Il faut acquérir ces terrains-là. Puis la spéculation foncière, vous ne pouviez pas imaginer à quel point c'est un obstacle. Et donc, ça paralyse un peu l'avancement dans l'accomplissement de cette mission. Fait que moi, je vais le dire, puis je vais toujours le dire, j'ai participé en novembre 2019 à la sortie publique qui avait été faite avec mes collègues maires et mairesses de la CMM pour dire
On a besoin de nouveaux pouvoirs. Ce n'est pas un enjeu municipal seulement, là. Ce n'est pas juste les villes qui peuvent corriger la situation. Il faut vraiment que tout le monde se mette l'épaule à la roue. Puis il faut vraiment une modernisation, selon moi, de la loi de l'expropriation. Il faut vraiment calculer l'indemnisation autrement. Il faut que ça soit sur la base de la juste valeur marchande d'une propriété, parce que sinon, ça devient calculé en fonction des pertes de revenus. Ça devient vraiment impossible d'avancer. Impossible. C'est d'ailleurs, ça a fait l'objet de discussions dans le webinaire la semaine dernière. Ce que vous amenez aujourd'hui, c'est intimement lié, évidemment, à la protection de terres agricoles. Donc, cette densification intelligente qu'on doit faire pour optimiser notre territoire, mais aussi cette nécessité de revoir la loi sur les expropriations, tout ça, avec la juste valeur marchande et non pas la valeur anticipée de futurs gains possibles. Est-ce que, on va en parler tout à l'heure aussi parce qu'on va vouloir voir d'un côté des solutions, mais c'est effectivement le sujet de l'heure. Est-ce que j'ai volé le punch? Je m'excuse. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut en parler. Qui passionne tous. Donc, écoutez, on a les résultats de la deuxième question. Alors, qu'on peut peut-être afficher à l'écran. Alors, pour vous, la présence d'une zone agricole protégée représentant 58% du territoire métropolitain est-elle un atout ou une contrainte pour le développement de la région métropolitaine de Montréal? Donc, à 93%, nos auditeurs considèrent que c'est un atout. Voilà qui est rassurant parce qu'on va continuer de le protéger, n'est-ce pas? Et on pose tout de suite une troisième question pendant qu'on y est à nos auditeurs. Alors, êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? Les citoyens du Grand Montréal ont facilement accès à des produits locaux. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir aux résultats de cette forte adhésion à la nécessité de protéger notre territoire. Je pense qu'en temps de pandémie, les gens comprennent ça davantage. Ça vient conforter peut-être vos sondages, M. Nadeau, là-dessus. Donc, voilà. Oui? Moi, je me permettrais, Mme Copty, je suis content du résultat de la deuxième question parce que l'espèce de levée de conscience citoyenne que la pandémie a amené, c'est malheureux que ça a pris une pandémie pour amener ça, mais là, c'est révélé. Donc, on est comme, excusez l'expression anglaise, là, le timing, on est dedans avec les citoyens pour réussir à traverser ce qu'il faut pour arriver à se protéger, à protéger notre alimentation. Il faut vraiment battre le fer, là, il est chaud, puis on a l'occasion idéale de le faire. C'est comme l'acceptabilité sociale en ce moment est beaucoup plus facile parce que tout le monde a conscientisé cette... Exact. Okay. Madame Beaulac? Oui, en fait, je voulais réagir moi aussi. Je suis très heureuse de ces résultats-là, mais je pense qu'il faut être conscient qu'il y a un coût rattaché à ça. Et ce coût-là, ça ne peut pas être absorbé par uniquement les citoyens. Donc, il va falloir que le gouvernement reconnaisse l'importance, autant que nous, de préserver nos terres agricoles qui sont des sols d'excellente qualité. Alors, j'encourage fortement le gouvernement à écouter là, ce qu'on propose, puis à nous aider dans ces démarches-là. C'est important. C'est important pour préserver aussi cette autonomie alimentaire. Donc, si on veut développer cette autonomie-là, on ne le fera pas tout seul, là. C'est impossible avec les moyens qu'on a. Puis, en termes de reconnaissance de la part du gouvernement, qu'est-ce que vous voudriez voir comme geste? En fait, moi, en ce qui me concerne, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la compensation financière, c'est un projet pilote sur 4 ans. Alors, c'est sûr qu'on est à travailler pour présenter au gouvernement, en fait, les résultats de ce projet pilote-là. Donc, ça a amené beaucoup d'aide au niveau des municipalités rurales qui ont pu développer des projets structurants. Sébastien en parlait tout à l'heure. J'ai d'autres collègues aussi qui ont développé des projets, mais non seulement développer des projets, mais ne serait-ce que de maintenir les services aux citoyens. On le disait tout à l'heure, ça augmente de plus en plus. Puis c'est pas parce qu'on est dans un milieu plus rural que nos gens ne veulent pas de pistes cyclables ou avoir des projets de culture, des projets culturels et tout ça. Donc, ça prend absolument une continuité au niveau de ce programme-là.
Et puis, est-ce que vous pensez, là, le gouvernement justement travaille sur cette stratégie nationale d'aménagement d'urbanisme. Est-ce que ça pourrait être intégré, ce genre de programme-là, dans cette stratégie-là? Est-ce que c'est quelque chose auquel on pourrait s'attendre? Ça devrait. Ça devrait. Ça devrait. Ça devrait. Donc, il faut que très ce clair. soit intégré. Et ça, parmi tant d'autres choses, là, Sébastien en a parlé tout à l'heure, M. Charon, Doreen, tout ça. Et il faut que ça soit considéré, tout ça. Je veux dire, on est là parce qu'on partage, en fin de compte, les difficultés qu'on vit. Ben, il faut se faire entendre par le gouvernement pour nous aider dans ces démarches-là. Monsieur Nadeau? Ça ne doit pas être un enjeu municipal, c'est un enjeu de société. C'est comme ça qu'il faut le gérer. Actuellement, moi, parfois, j'ai l'impression que la CMM est plus rigoureuse dans sa gestion du territoire agricole et ça doit être le Québec qui soit comme ça. C'est notre alimentation, là. C'est manger. C'est pas de se dire je veux me positionner en technologie. On parle de se nourrir et de façon de qualité, de façon responsable. Le Québec, on importe beaucoup trop de nourriture, ça n'a aucun bon sens. 2% des poissons qui sont consommés au Québec viennent du Québec. 98% est importé. C'est un pays d'eau. C'est incroyable là, quand vous regardez ça. Créons des piscicultures, créons de l'agriculture en environnement contrôlé. Protégeons nos terres d'une extrême qualité. C'est important que ce soit c'est le Québec qui doit prendre ce pôle-là et développons les technologies, puis on va devenir un exportateur de technologies. C'est un créneau économique, puis c'est un créneau de société. À la base de nos besoins. Hein? Donc, vraiment, c'est ça. Donc, ça concerne tout le monde. C'est très clair. Madame Assad, dans ce que vous parliez de la spéculation, on a parlé de la juste valeur marchande. Quel rôle on s'attend du gouvernement du Québec pour que... Et puis, il y a des solutions qui sont faciles à mettre en place. Quand même, on ne demande pas d'inventer quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Non, vous aviez absolument raison. Écoutez, peut-être sans rentrer nécessairement dans des détails de solutions, parce que c'est au gouvernement provincial d'assumer son rôle et d'amener un leadership là-dedans. Mais pour moi, le droit de premier refus, le calcul, comme on parlait, pour établir à quel coût on peut aller chercher puis exproprier des terrains, ça serait vraiment majeur comme impact sur les municipalités qui cherchent à acquérir des terrains pour des fins de préservation, même pas pour des projets de construction. Vraiment, on parle pour répondre aux objectifs agroalimentaires et la protection des terres. Et donc, pour moi, ça, c'est des volets, mais je pensais à ça aussi, l'exercice qui a été déclenché par le MAMACH, cette conversation nationale sur l'aménagement de nos territoires. Je me dis, c'est une belle opportunité pour que le gouvernement pense à c'est quoi leur vision future pour l'aménagement du territoire au Québec. Et je pense qu'un objectif de partir de 1,5 à 6 % à première vue, c'est pas énorme. On est capable de le faire, mais comme avait été indiqué, c'est pas un enjeu municipal. Et donc, il y a des actions ciblées qui peuvent être faites vraiment de leur part pour mieux outiller les municipalités, mieux les aider. Puis même, je vous dirais, il y a tellement de joueurs dans ces dossiers-là. C'est ça aussi qui amène une bureaucratie un peu lourde. Tu sais, on parle d'aller chercher des certificats du ministère de l'Environnement. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on ne peut pas avoir le support nécessaire? Puis, comme Joanne a mentionné, c'est pas juste du support financier, là. Je pense que ça prend un leadership de la part du gouvernement provincial parce que nous, on fait ce qu'on peut faire au sein de la CMM, mais heureusement que la CMM est là. C'est ce que je voulais dire. On parle ici, donc c'est pas nécessairement financier, c'est des outils pour faciliter, des outils qui vont vous donner, vous, les moyens de négocier et des choses, des solutions qui sont très clairement identifié, si je comprends bien. Monsieur Charon, on a beaucoup parlé du pourtour et vous avez amené cette possibilité de revoir à travers le prochain PEMAD. Est-ce qu'il y a une collaboration en ce moment entre les municipalités au pourtour et la CMM, justement, pour assurer une équité entre les municipalités et contribuer à la protection de nos meilleures terres agricoles au Québec? Ouais, comme le disait mon collègue tantôt, M. Nadeau, je dirais qu'il y a des municipalités qui sont très consciencieuses dans cette démarche. Il y en a d'autres qui vivent ça comme de la compétition. Comment je vais me démarquer comme municipalité pour être capable
de vivre. Fait que ça revient toujours à la même chose. Si on ne change pas les règles de la fiscalité municipale, on ne pourra pas y arriver. Dans ces règles-là de la fiscalité municipale, c'est aussi, pour une région comme la nôtre, comment est-ce qu'on se partage la richesse? Et c'est tout ça qui devrait être analysé par le gouvernement. Bien sûr que quand il y aura les discussions, il faut inclure ces gens-là. Je pense que Mme Beaulac l'a bien dit, pour qu'ils comprennent les enjeux. C'est pas juste une question des municipalités de la CMM là, qui veulent absolument être protégées. C'est pas ça du tout. Si on ne réussit pas cette chose-là, c'est certain qu'on va tous en souffrir, puis même les municipalités du pourtour. Il va falloir redéfinir des règles, il va falloir s'assurer que tout le monde puisse les suivre. Et puis, c'est pas une question, je le répète, d'aller chercher des sous dans les autres municipalités, mais c'est de s'entendre sur un plan pour que tout le monde puisse bien en profiter. C'est certain qu'il y a des villes, moi, il y a des maires qui m'ont déjà dit « j'ai pas le choix, Pierre, de développer, je n'ai pas le choix, il me manque de l'argent. » Mais je réalise qu'à chaque fois que je fais bâtir une maison, ou j'autorise une maison qui se bâtit, j'ai des coûts qui s'y rattachent. Des fois, il faut faire le calcul, là. C'est correct qu'une maison lève, mais elle coûte quoi à la municipalité? C'est-tu si payant que ça? Puis en plus, ça vient probablement, des fois, bousculer le zonage qui aurait dû être protégé pour les terres agricoles. C'est toute là la question. Donc, c'est de se projeter sur le long terme. C'est aussi, ça aide à prendre les bonnes décisions à la base et d'avoir cette concertation avec le gouvernement provincial qui doit absolument être impliqué pour un besoin qui concerne tout le monde. Oui, parce que même dans le premier PMAD, il y a des municipalités à l'extérieur. Comment ça se fait qu'on ne nous a pas parlé? Comment ça se fait qu'on n'a pas voulu avoir notre opinion là-dedans? C'est sûr que c'était le premier PMAD, mais là, il faut se servir de ça puis les impliquer. Donc, il y a une volonté de faire partie de la solution. Il y a des municipalités qui veulent absolument faire partie des discussions. C'est sûr que des fois, il faut s'interroger sur certains changements de zonage autorisés dans des MRC avoisinantes. Bon, mais bref, il faut replacer les choses. Merci beaucoup. Monsieur Nadeau, on a des élections qui s'en viennent au niveau municipal dans quelques mois. J'ai envie de vous poser la question. Quel conseil vous donneriez à un nouveau maire ou une nouvelle mairesse qui souhaiterait mettre en valeur son territoire agricole, comme vous le faites en ce moment à l'Assomption? La grande question. Je vous dirais, ne soyez pas un politicien, soyez un gestionnaire de communauté, puis ayez une vision à très long terme. Ne gérez pas 4 ans, ne gérez pas la prochaine élection. Donnez-vous une vision. Qu'est-ce que vous voulez devenir comme société? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme milieu de vie? Si vous réalisez ce plan-là, puis vous alignez tout, si vous avez une vision claire, là, vous allez aligner toutes vos décisions en conséquence de ça. Nous, au début, on s'est fait dire par nos citoyens, l'agriculture, c'est important, le patrimoine, c'est important, la culture, c'est important. On est fiers, on veut garder, même si c'est une ville de 24 000 habitants, on veut garder l'esprit de village. Ben ça, là, moi, j'ai une mission claire dans ma gestion puis dans mes décisions. Et j'accepte que mes décisions peuvent avoir un impact dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans l'entreprise privée, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Dans l'entreprise privée, tu fais un plan triennal, un plan quinquennal, puis tu réalises ton plan. Quand tu gères une municipalité, tu gères une communauté et les résultats vont être à très long terme. Moi, je sais que mon travail, là, c'est dans 10 ans, 15 ans, je vais me retourner de bord puis je vais dire est-ce que j'ai réussi ou pas comme maire. Et ça, il faut l'accepter au risque de ne pas être réélu. Ça vient avec. Mais si vous avez une vision claire, si vous avez une vision claire puis vous respectez vos objectifs puis vous respectez votre population, en général, les gens vont garder confiance en vous. C'est le conseil que je donnerais. C'est un très beau conseil et c'est très rassembleur aussi de se projeter comme ça parce qu'on a besoin de l'input de chacun. Monsieur Charon, vous vouliez intervenir là-dessus? Ben, j'approuve à 100% ce que M. Nadeau dit. Quand on arrive en place comme élu, on est souvent confronté à ce qui existait avant qu'on arrive. Et c'est difficile, des fois, ça a changé. Mais si on veut réussir avec une orientation claire, il faut se projeter dans l'avenir, c'est définitivement. C'est une façon de réussir à embarquer nos citoyens dans un projet commun pour le futur. Puis, quand on l'amène avec la bonne communication, on voit que les gens embarquent. On explique aux citoyens, on réalise que les gens embarquent. Souvent, avant, la façon de faire la politique municipale faisait les choses un peu en catimini. Et on dit, comment ça fait que les citoyens ne comprennent pas? On ne communique pas.
on ne les embarque pas dans notre projet d'avenir. Il faut les embarquer. On reste surpris. Les gens sont beaucoup plus consciencieux qu'on peut l'imaginer. Il faut prendre le citoyen comme une force au centre de où on veut aller. Mais d'excellents commentaires de M. Nadeau. Madame Boulac? Voyez-vous, moi, c'est un petit peu le contraire. Je suis déjà une municipalité rurale. Et si on retourne il y a quelques années, on était 3000 citoyens. On est maintenant 7000, 7300. Et c'est de travailler avec cette acceptabilité sociale, de dire, bon, on a 7%, on a seulement 7% de notre territoire qu'on peut bonifier, qu'on peut développer pour justement vous offrir des services supplémentaires, justement essayer de maintenir un taux de taxation. Donc, ça, c'est un petit peu plus difficile de notre côté parce que c'est sûr que les gens veulent préserver le caractère agricole, puis il faut le préserver. On est à 93% agricole. Mais ce qui a un petit peu plus de difficulté, c'est de dire, bon, notre noyau villageois, là, vous voulez avoir des commerces de proximité, vous voulez densifier un peu. Ça, c'est un petit peu difficile, je vous dirais, mais on y arrive. Il faut être patient, il faut communiquer et communiquer plusieurs fois. Pour avoir l'appui des citoyens. On est dans cette démarche-là à l'heure actuelle, nous, à Saint-Philippe. Il y a des consultations en cours, c'est ça? Okay. Oui, des échanges avec nos citoyens pour leur expliquer là, notre programme, notre planification stratégique, parce que si on veut continuer à vivre, à offrir des services de qualité, ben il y a des choses qu'il va falloir là, changer. Donc, on est là-dedans. Donc, c'est une réalité un petit peu différente, mais on va y arriver là, avec la patience et la communication. Merci beaucoup. Écoutez, on a eu les résultats de la troisième question qu'on a posée à nos auditeurs. Alors, je ne sais pas si on peut les afficher à l'écran. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? Les citoyens du Grand Montréal ont facilement accès à des produits frais et locaux. En désaccord à 55% et en accord à 45%. Je ne sais pas si ça vous surprend ou pas. Non? On a une productivité qui est saisonnière. On produit au Québec 7 mois par année. Puis ensuite, on subit le marché aussi. Vous savez, imaginez un agriculteur sème du céleri. Il sait ce qu'il sème, mais il ne sait pas ce qu'il va cultiver, dans quel état, à quel moment, à quel format. Et si il vit des intempéries pendant la saison, le prix du produit va augmenter. Pensez au céleri à 6 piastres il y a 2 ans. Là. Mais ça, c'est une réalité parce qu'on sait ce qu'on sème, mais on ne sait pas ce qu'on va récolter. Et ce qui est important maintenant, c'est d'être capable de produire. Si on est capable de produire 12 mois par année, par l'ajout de technologie dans les façons de faire l'agriculture, ben on va être capable de non seulement prévoir le prix de consommation, parce qu'on va pouvoir avoir une productivité qui est régulière, produire 12 mois par année, et même plus loin encore, selon la demande. Pensez-y. Manger le produit pas quand c'est sa saison, mais quand le marché le veut. Et ça, c'est une grande, grande opportunité. C'est quelque chose à développer. Merci, c'est bon pour la compréhension, qu'on comprenne, c'est ça, les aléas de tout ça. Et puis, si vous le permettez, on va aller maintenant aux questions du public. Donc, on a reçu plusieurs questions. On a une auditrice qui nous écoute à partir des îles de la Madeleine, où le contexte peut ressembler à celui de la CMM, spéculation foncière, étalement urbain, établissement de résidences saisonniers en milieu agricole. Madame Boulac parlait d'un plan de communication pour sensibiliser les gens à ce que ça implique de s'établir en milieu agricole. C'est quoi les actions qui ont été entamées en ce sens et quels sont les bons coups et les retombées de ces actions de sensibilisation? Bon, c'est sûr qu'il y a quelques années, je vous dirais qu'en 2016, on a procédé à un sondage auprès de la population. Puis ça a vraiment guidé, en fait, le fait qu'on a pu mettre de l'avant, un plan stratégique en fonction des commentaires des citoyens. Alors, il y a eu une rencontre citoyenne pour leur expliquer, en fait, vers où on s'en allait avec tout ça. C'est sûr qu'on continue, puis ça, c'était bien important de rassurer les citoyens, de dire que, bon, on est à 93% agricole, donc ne soyez pas inquiets, c'est intouchable. On est les gardiennes des terres agricoles. Donc, maintenant,
vous nous avez donné un mandat clair par rapport au sondage de dire, ben, vous voulez qu'on équilibre le taux de taxation et tout ça. Donc, faire attention aux dépenses et tout. Mais ce qu'on leur a dit, c'est que aussi, vous voulez avoir des services, vous voulez avoir des parcs, vous voulez avoir des pistes cyclables, bien, il y a un coût rattaché à ça. Donc, il va falloir qu'il y ait une certaine acceptabilité sociale de dire, bien, dans le 7 qui nous reste, ben, va falloir développer davantage. Alors, je vous le dis, ça se fait graduellement. Donc, on a une autre rencontre qui est planifiée très bientôt parce qu'on a revu notre plan d'urbanisme justement pour s'adapter disons, à la demande des citoyens. Et on aura une autre rencontre là, d'ici 2 semaines pour justement là, avancer dans ce plan de communication. Alors, j'ai bon espoir que tout ça va se régler. Puis, d'autant plus, chez nous, on a beaucoup de nouvelles familles qui viennent s'installer. On avait une population vieillissante, donc les gens vendent les propriétés. Ces propriétés-là sont achetées. Souvent, le type de propriété change, donc des nouvelles familles qui ont des attentes, mais ils doivent comprendre aussi le mélange du côté agricole versus l'urbain. Donc, faut trouver cette balance-là pour pouvoir répondre aux préoccupations de tous les citoyens. Merci beaucoup. On a une autre question. Donc, vous parlez beaucoup de l'importance de protéger les terres agricoles, mais qu'en est-il de l'impact du réchauffement climatique qui pose déjà des défis importants sur la cultivation? Les projets tels que AgTech, avec l'agriculture intérieure et verticale, est-ce que on devrait pas les mettre de l'avant davantage? Monsieur Nadeau, je suis sûr que vous êtes interpellé là-dessus. Comment être en désaccord avec l'affirmation? Moi, je suis tout à fait d'accord à ça. Puis on parle beaucoup d'agriculture en environnement contrôlé, mais c'est vrai aussi pour l'agriculture en champ. La majorité de nos produits sont en champ alors qu'on se parle. Mais la technologie, ça peut être de faire des robots qui, pendant la nuit, se promènent dans nos champs, détectent une présence fongique, détectent les niveaux d'humidité du sol pour justement pour ressentir, pour bien comprendre son agriculture, puis poser des gestes qui sont très, très précis. Au lieu de faire de l'épandage à plein champ, est-ce qu'on ne pourrait pas zoner l'intervention, réduire l'impact environnemental? La technologie, c'est super large. Et oui, l'environnement contrôlé nous permet, il y a tellement d'avantages à ça, mais c'est une longue, longue transition et c'est des petits gestes qui font qu'à un moment donné, moi, je pense que le Québec peut devenir un leader dans 20 ans dans l'agriculture en environnement contrôlé. Mais la vraie réalité, c'est qu'on produit en champ, en terre, et là, il y a des avancées technologiques à faire. Et là, on subit les intempéries. Ça, c'est clair. Et parler aux agriculteurs, là, c'est incroyable la pression qu'ils ont. Je vous disais plus tôt, on sait ce qu'on sème, mais on ne sait pas ce qu'on va cultiver. C'était moins une préoccupation il y a 20 ans. C'était moins une préoccupation il y a 30 ans. Pensez juste, il y a 2 hivers au Québec, là, tous les maires vont savoir de quoi je parle. On a eu 16 périodes de gel et dégel pendant l'hiver 2018. Et après ça, souvenez-vous du printemps où tout le monde critiquait l'état de nos rues, puis les nids de poules et tout ça, mais c'est à cause des changements climatiques, tout ça. Alors, imaginez le poids des intempéries sur de l'agriculture, sur du vivant, c'est 10 fois pire. Alors, l'enjeu est présent. Il faut vraiment, c'est une urgence. C'est une alimentaire. Ouais. Exactement. D'où ce projet de société qu'on doit se donner sur un besoin aussi fondamental que de se nourrir en urgence climatique. Justement, si la souveraineté alimentaire est le droit des peuples à leur politique publique en agriculture et agroalimentaire, quelle politique publique à améliorer ou obtenir pour faciliter l'accès aux terres, aux friches ou aux petits lots agricoles? Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer là-dedans? Monsieur Charon. C'est une grande question. Et c'est tout un défi aussi. L'accessibilité, le disait tantôt M. Nadeau, c'est pas évident là, pour des jeunes, parce qu'on envoie des jeunes présentement qui ont le désir de se lancer dans l'agriculture, qui voient quelque chose d'avenir pour eux. Ça coûte très, très cher. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Si vous demandiez à Artère qu'ils vous présentent leur liste de gens qui veulent acquérir des terres,
C'est assez impressionnant. Je pense qu'il faudrait faire le contraire de ce que certains spéculateurs font. La spéculation est aussi, elle vient d'un marché ailleurs, à l'extérieur du Canada. Hein, présentement, il y a des terres qui sont achetées à des coûts impressionnants. Les gens continuent à faire la culture, mais c'est quelqu'un d'autre d'un autre pays qui a le contrôle sur une parcelle de terre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour venir aider la vraie relève sérieuse? Je pense que là, on peut faire une politique, ou du moins peut-être l'inclure dans une politique. Il va falloir aider pour l'acquisition des terres. Est-ce que, bon, je sais que l'UPA avec le gouvernement travaillait sur une façon de réduire la spéculation au niveau des terres, parce que toutes les villes qu'on a des terres, moi, j'ai beau être une ville urbaine, j'ai quand même 70% de mon territoire qui est agricole. Et à chaque dépôt de rôle, d'évaluation, on est en déséquilibre total parce que, basé sur des transactions immobilières, les prix des terres augmentent. Ça ne vient jamais aider le milieu. Pour établir une bonne politique, il va falloir viser l'accessibilité à des prix qui sont raisonnables et que des jeunes, de toute façon, il y a plusieurs beaux projets qui existent. Nous autres, on essaie d'en mettre un en place là, présentement pour leur donner la possibilité d'aller vers le milieu de l'agriculture, être capable de fournir ce qu'il faut à notre population. Mais si on ne casse pas l'accessibilité aux terres, ça va être très, très, très difficile. Et il faut empêcher l'étranger de venir prendre possession de nos belles terres. On se tire dans le pied, là. Il faut protéger ça à tout prix. À tout prix. Je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place, mais il faut pousser encore plus loin pour qu'on ait des résultats. Mais bien sûr, la question tantôt, là, à M. Nadeau, ben, la technologie, ça va probablement être une survie alimentaire pour nous. Il faut la développer. C'est un endroit pour le gouvernement à investir, là. C'est pour toute la population. De toute façon, le gouvernement, quand il investit nos impôts. Donc, s'il prend les impôts et qu'il investit dans une partie aussi importante que l'alimentation, il va frapper la cible à la bonne place, définitivement. Madame Assad, à Brossard, vous tentez de faire ça, de donner accès pour qu'on puisse... Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien, dans le fond, on travaille avec la Fiducie. Comme vous le savez, la Fiducie avait été créée pour protéger et mettre en valeur les milieux naturels. Et l'objectif, c'est d'acquérir des terres. Puis le gouvernement avait mis une somme d'argent à 3 millions pour qu'on y arrive. C'est très difficile. Et puis, Pierre l'a bien dit, le coût augmente d'année en année. Ça devient un vrai frein pour y arriver. Mais nous, en tant que ville, on avait adopté un plan directeur de gestion des milieux naturels. Et puis, pour nous, c'est un outil important. Mais c'est pas évident, vraiment pas évident. Puis, je voulais te mentionner, j'ai pas eu la chance de répondre à la question pour des futurs politiciens. Je sais pas si j'aurais la chance. Vas-y. Go. J'étais la seule à pas répondre, puis je veux tellement dire aux gens. Oui, un conseil pour les futurs. Oui, allez-y. Oui, mais c'est le mot, c'est le futur. Si vous êtes élu, si ça vous tente de participer au changement important de société, mais pensez aux futures générations. Fait qu'il faut avoir vraiment le courage de se tenir debout par rapport à vos convictions. Puis, Joanne avait mentionné la consultation. Moi, j'endosse ça à 100%. Pour moi, c'est tout autour de la participation citoyenne pour éviter un peu les situations de pas d'armes en cours, quand les gens sont là à définir la vision, à participer et à devenir porteurs eux-mêmes aussi du dossier, bien, au moins, en tant que politicien, vous allez savoir comment agir en conséquence. Fait que je vous dirais, peut-être participer vos citoyens, mais vos élus aussi. Parce que nous, en tant que, si vous allez pour la mairie, c'est le conseil municipal souverain qui va vous guider dans vos actions. Fait que si vous n'aviez pas des élus municipaux qui croient à la vision qui vous a inspiré de vous impliquer, ça va être aussi un autre frein pour l'accomplissement de ce que vous souhaitez faire. Fait qu'ayez le courage. Et ayez le courage aussi de dire que si vous voulez faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que d'autres veulent, bien, le pire qui va arriver, c'est que vous ne serez pas réélu, mais au moins vous avez fait des changements, que les futures générations vous en remercient.
Belle parole de sagesse qui rejoint beaucoup les propos de M. Nadeau. On a une dernière question qu'on prend qui s'adresse à Mme Beaulac. Est-ce que vous avez ou vos collègues dans les autres municipalités des pistes de projets dans lesquelles sera investie la nouvelle compensation financière à travers cet outil-là? Oui, absolument. En fait, il y a plusieurs projets. Je regarde, il y en a qui s'en servent pour faire des pistes cyclables, que ce soit aussi pour augmenter l'offre au niveau de la culture, que ce soit, je vous dirais, au niveau, il y en a même qui s'en servent aussi, que ce soit pour des prolongements de trottoirs. Vous savez, on est en milieu rural, donc il y a des beaux projets. La semaine passée, j'écoutais la mairesse de Mercier. Lise a un super de beau projet. Je regarde aussi le projet de Saint-Mathieu où eux, ils vont convertir leur église, qui est à caractère patrimonial, pour en faire un centre plus communautaire. Et si on n'avait pas cette contribution financière-là, on ne pourrait pas y arriver. Ne serait-ce aussi que de répondre aux services que les citoyens nous demandent. Là, je veux dire, il faut évoluer, nous aussi, au niveau des services qu'on offre. Donc, il y a plusieurs beaux projets qui émanent suite à cette compensation financière-là. Merci beaucoup. Écoutez, des beaux échanges très riches et très francs aussi sur la réalité sur le terrain et l'importance de se projeter dans l'avenir. Donc, la question de l'alimentation est à la base de la vie et de la qualité de vie de tous les citoyens et les citoyennes de partout. Et sur le territoire de la CMM, on a la chance de compter parmi les meilleures terres agricoles aussi qu'on a au Québec. On a besoin de la collaboration de nos citoyens, mais on a besoin aussi d'un rôle important du gouvernement du Québec parce que c'est une question qui va au-delà des acteurs municipaux, si je vous ai bien compris. Et c'est cette importance de se projeter avec une vision d'avenir et de faire les choses pour le long terme en tenant en compte cette urgence climatique qui vient bousculer et qu'on doit prendre en compte dans toutes les décisions parce que ça va aller en s'accélérant. Les effets, on n'a plus le choix. Il faut absolument en tenir compte. Alors, Madame Beaulac, Monsieur Nadeau, Monsieur Charon, Madame Assad, merci infiniment pour les échanges d'aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'on va pouvoir vous réécouter dans quelques jours, ça sera mis en ligne. Et là-dessus, on a un autre rendez-vous la semaine prochaine, donc vendredi matin la semaine prochaine. Et on va avoir pour thème la santé, la résilience et la transition écologique. Donc, on va faire du pouce sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui et on va donc parler des différentes avenues pour renforcer la résilience du territoire métropolitain avec la même formule d'aujourd'hui, avec 4 élus qui vont venir nous apporter leur éclairage sur ce thème-là. Alors, on va avoir avec nous le président de la commission de l'aménagement de la CMM et membre du conseil de la ville de Montréal, M. Jérôme Normand. Nous aurons avec nous le président de la commission de l'environnement et membre du conseil de la ville de Laval, M. Aram Elagos, la mairesse de l'arrondissement de la Chine et membre du comité exécutif et du conseil de la CMM, Mme Madja Vodanovic, et enfin le maire de la ville de Saint-Bruno de Montarville, membre du conseil de la CMM, M. Martin Murray. Alors, pour assister au webinaire de l'Agora, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site web de l'Agora métropolitaine. Vous vous inscrivez sur le formulaire en ligne. C'est gratuit. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Et au nom de la CMM, je vous remercie infiniment pour le temps passé avec nous aujourd'hui. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.